C'est quoi une fan expérience? En disant ça, on se dit que ça peut être le fan qui va aller dans une arena pour aller voir le match en direct avec d'autres supporters, mais ça peut très bien aussi être un spectateur qui est chez lui dans son canapé tout seul devant sa télé. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à tous les trois. Hello Gaël. Bonjour. Bonjour Mathieu. On est ravis de t'accueillir sur la BHZ League aujourd'hui. T'es un breton d'adoption comme moi, donc bienvenue au club. D'adoption aussi. Ah oui, il n'y a que Rosanne qui est... Moi je suis née en Normandie mais je suis arrivée à 6 ans, donc c'est comme si j'étais bretonne. Puis c'est Normandie-Bretagne, hein. On rentre pas dans le débat. Alors tu es un grand fan de basket, de sport en général je pense, je crois. Est-ce que, avant de plonger dans aujourd'hui le sujet des fan expériences, tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui. Alors déjà, merci de me recevoir. Donc j'ai 41 ans, comme tu l'as dit, je suis breton depuis peu, je suis arrivé il y a 4 ans. Je suis mari et papa d'une petite fille de 3 ans. Elle est 100% bretonne pour le coup. Et je suis ingénieur informatique de formation. J'ai bossé 15 ans à Paris chez Publicis, où j'ai travaillé pour des clients comme LVMH, Renault, Nissan, Dior, L'Oréal. Et en parallèle de ça, je suis président d'une association spécialisée en basket 3-3 que j'ai montée en 2004. Ça commence à dater pour le coup, et avec laquelle j'organise des tournois de basket avec la Fédé depuis 20 ans maintenant. Et j'ai mixé un peu ces deux passions pour monter mon job de rêve aujourd'hui. Et c'est une boîte qui s'appelle Event Factory que j'ai montée donc il y a 4 ans quand je suis arrivé en Bretagne. Et l'idée d'Event Factory, c'est comment utiliser la tech et l'innovation pour améliorer l'expérience événementielle sportive, que ça soit pour les centres sportifs, donc quand on est sportif amateur, ou pour les clubs, donc les fédérations. Et donc là, on est dans le monde du sport professionnel. Voilà. C'est vraiment le boulot de rêve. Si tu recrutes, Patrick est bientôt chaud. Il signe. Donc basé sur toute cette expérience-là, aujourd'hui, j'essaie d'accompagner les clubs, les fédérations, comme la Fédération française de basket, volley, hand et rugby, pour améliorer l'expérience qu'ils peuvent proposer à leurs fans. Aujourd'hui, on sait que la fan expérience, tout le monde en parle parce que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. On voit plein de choses qui se passent et nous, on s'inspire beaucoup des États-Unis qui sont pour le coup précurseurs sur tout ça, à la fois parce qu'en termes de technologie, ils peuvent être beaucoup plus avancés que nous, beaucoup mieux staffés. À la fois aussi, il faut se le dire, parce que en termes budgétaires, on n'est pas du tout dans le même domaine que chez nous. Donc là-bas, une start-up comme la mienne, elle serait peut-être incubée dans un club de basket directement et totalement financée par un club de basket. En France, c'est pas l'idée. C'est pas le cas, en tout cas, aujourd'hui. Et donc, on va un peu piocher ce qui peut se faire là-bas et essayer de le refaire ici avec, entre guillemets, les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on peut pas demander non plus les mêmes budgets au club. Donc, on vient avec des méthodes un peu différentes. La French Touch. Exactement. Voilà. On se débrouille un petit peu pour s'adapter, rentrer dans les tuyaux et aussi s'assurer que, en termes de technologie aussi, les stades peuvent accueillir ce qu'on propose. Voilà. Ok. C'est quoi une fan expérience? Est-ce que... La fan expérience, pour moi, c'est tout ce qui va se passer avant, pendant et après un spectateur qui va consommer du sport. Et du coup, en disant ça, on se dit que ça peut être le fan qui va aller dans une arena pour aller voir le match en direct avec d'autres supporters, mais ça peut très bien aussi être un spectateur qui est chez lui dans son canapé tout seul devant sa télé. Il vit une fan expérience, elle est différente, mais c'en est une aussi. Et c'est aussi le spectateur qui va voir ses potes et qui va partager ça autour d'un verre dans un bar. Voilà, la fan expérience, tout ça, c'est ça. Et l'idée, du coup, pour vous, je vous retourne la question, pour vous, c'est quoi une fan expérience qui serait réussie aujourd'hui ? Alors, une fan expérience, ou en tout cas une expérience inédite, pour moi, c'est une expérience qui est
facilement mémorisable pour tous. On sait qu'on a 3 profils de personnes, les auditifs, les visuels et les kinesthésiques. Donc les personnes qui vont retenir davantage ce qu'elles voient, d'autres plutôt ce qu'elles entendent, et d'autres qui vont retenir plutôt l'atmosphère, en tout cas l'ambiance dans laquelle elles vivent une expérience. Donc je pense que une fan expérience inédite et unique, c'est une expérience facilement mémorisable et qui crée l'émotion. Ok. Et toi, Patrick? Moi, je réfléchis parce que là, tout ce que tu as dit dans ton introduction, là, ça me parle en fait. Et donc là, récemment, moi, j'ai eu la chance d'aller pour la première fois regarder un match NBA. Et donc, du coup, comprendre ce que c'était la fan expérience. Alors, je suis grand amateur de sport, comme vous savez tous, mais je vais pas souvent dans les stades. Moi, je consomme surtout à la télé, sur justement les médias, et du coup, ça me parle en fait, parce qu'il y a aujourd'hui différentes manières de regarder un match de foot, avec des détails suivant le degré d'intérêt que l'on a. Donc moi, j'ai du mal à répondre à cette question. Pour moi, une fan expérience, à partir du moment où il y a du sport, moi j'ai envie de dire que c'est unique. Je veux dire, la première fois où je suis allé au Parc des Princes regarder un match du PSG, c'était génial. J'y suis retourné encore là il y a peut-être 3 mois. Mais c'est pareil, à chaque fois il y a plus, on voit en fait que ça devient un vrai sujet d'essayer de donner un show en plus du show en fait. Voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais si, c'est ça me parle en tout cas. Et qu'est-ce que tu retiens justement, Patrick, du match de NBA que tu es allé voir? C'était à New York, c'est ça? Ouais, j'en ai vu 2 même. Yes. Ce que je retiens, moi, c'était très différent. Donc j'étais au Madison Square Garden, qui est la Mecque, où là en fait on voit que c'est la Mecque. Il y a pas beaucoup d'efforts à faire. En fait, c'est déjà bien de pouvoir être là, donc déjà. Et donc là, je dirais que au-delà du supporterisme, en fait, il s'est pas passé grand-chose, en fait. Moi, je supportais les Knicks juste pour qu'il y ait de l'ambiance dans la salle, et mes enfants étaient plus sur les Warriors. Donc du coup, on s'est challengé pendant le match, tout comme ça. Et après, on est par contre allé à Brooklyn, où là, en fait, l'expérience était complètement différente. C'était beaucoup plus familial. Après, c'est l'horaire aussi qui voulait ça. Et là, on voit qu'il y a tout un tas en fait, tu pourrais ne pas regarder le match de basket et en fait faire tout un tas de choses autour. C'est ça qui est dingue en fait. C'est intéressant. C'est pour garder les enfants en même temps, tu vois. Et en fait, il y a des animations qui sont organisées à côté dans les travées, et du coup, encore une fois, tu peux faire le tour de l'aréna et ne pas regarder le match et par contre être dans un environnement basket en fait. Et ça c'est fou. En fait, c'est vraiment c'est comme si tu allais au musée quoi. Enfin, tu vois, tu fais une activité dans un lieu de sport. Okay. C'est ça que j'ai trouvé intéressant quelque part. OK. Moi, dans expérience il y a réussi, c'est la fluidité en fait. Si je me déplace, j'ai envie que justement je ne perds pas de temps à rentrer, à aller chercher, je sais pas, une boisson à la mi-temps. Donc moi j'ai peu consommé d'expériences justement sportives parce que j'avais peut-être cette appréhension. Venant d'Auvergne, tu vois, j'allais au stade de rugby donc de l'ASM dans le top 14, c'était assez fluide, c'était facile, c'était simple. Il commençait déjà à y avoir les bracelets connectés pour faciliter tout ça. Voilà, dans réussi, il y a cette petite charge et cette petite problématique. C'est que en fait aux États-Unis, ils sont super forts sur la gestion des files d'attente. Enfin, t'arrives, t'as l'impression que ça va durer une plombe et que tu vas jamais voir le match. Et au final, t'es assis avant que le match ait démarré et en fait, ils sont incroyables pour ça. Je sais pas comment ils font. Et je vais quand même dire pour la France, puisque j'ai assisté à des matchs en France de foot pour le coup. Et en fait, Paris, c'est quand même aussi... tu pourrais te dire que, pareil, il va y avoir énormément de monde, mais c'est super bien cadré. On a eu des expériences malheureuses, là, au Stade de France et des choses comme ça, mais faut dire que les matchs de championnat de Ligue 1, en fait, ça se passe vraiment très bien. Même de Ligue des Champions.
Et pour le coup, les 2 points que vous notez, c'est dans mon pitch, donc je peux en parler. De ton côté, c'est créer des souvenirs. En fait, on se place comme créateur de souvenirs parce que l'idée, c'est le spectateur qui va à un match. Déjà, il fait la démarche, comme tu as dit, d'aller au match. Et du coup, c'est un effort financier, physique, etc. Il mobilise des choses et peut-être des gens autour de lui pour aller avec lui. Et faut qu'à la fin de ça, ils repartent avec des bons souvenirs. D'une part parce que on a envie qu'ils reviennent au prochain match, et puis d'autre part, on a envie qu'ils recommandent aussi ça à ses amis qui vont pas forcément faire l'effort d'aller au stade. Donc ça, c'est hyper important. Et l'autre truc, c'est ce que tu as dit, c'est le fait que on essaie de lever tous les freins qu'il peut y avoir entre le spectateur et le moment où le match va démarrer. Et en fait, tous ces trucs qui rajoutent un peu de latence et de complexité, etc., on essaie de les faire lever, de trouver des techniques pour les faire lever, ou en tout cas de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait de la latence, etc. Donc c'est ce que tu as dit en fait. T'as 20 000 personnes au Madison Square Garden, tu te dis ça va prendre trop de temps, et en fait tu rentres plus vite que si tu vas voir un match à Rennes par exemple. Donc c'est un peu contrasté, voilà, mais c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, quand on va regarder un match de basket, un match de foot, de hand, on aime vivre quelque chose donc d'inédit entre la boisson, donc le snack à grignoter, la qualité de l'assise aussi qui compte, l'ambiance, les grands écrans. On parlait aussi de l'accueil là juste précédemment. Toi qui es sensible, Mathieu, à la satisfaction du coup du visiteur qui vit l'événement sportif, quels aspects tu prends en compte, ou en tout cas, quels aspects tu as pris en compte pour créer ScreenUp. ScreenUp, pour rappel, qui optimise la manière de vivre un événement sportif. Ouais, en fait, oui, c'est ça. ScreenUp, c'est une plateforme où on va retrouver plus d'une 60aine de modules aujourd'hui, où le client va venir piocher pour trouver là où les bonnes activations qu'il a envie de faire vivre aux gens pendant les matchs. Donc, on parle de quiz, de pronostics, de sonomètres, de dancecam, que des expériences qu'on connaît déjà parce que aux États-Unis, on voit ça tout le temps. En France, on commence à le voir de plus en plus. Et du coup, je me suis appuyé là-dessus quand on a monté ScreenUp. Donc ça, c'était il y a 3 ans pendant le confinement. Il y a plus d'événements sportifs, donc plus de travail, donc beaucoup de temps pour développer des choses. Et du coup, on en a profité pour reprendre un peu la problématique à la base, de se dire, je suis spectateur et moi, très grand consommateur de sport, que ça soit à la télé ou dans les stades. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais voir et qu'est-ce que j'aimerais plus voir. Voilà. Et on est parti de ces 2 constats-là pour se dire, un truc de base, c'est ok, jouer à un quiz, jouer avec le téléphone et l'écran géant, essayer de rendre l'écran géant un peu plus actif. Aujourd'hui, la plupart des écrans géants qu'on voit, ils vont diffuser de la pub pendant 99% du temps, et le spectateur, il a pas envie de voir ça. Et en plus de ça, ça sert à rien pour le club non plus, parce qu'à la fin, les pubs, on s'en souvient pas, en fait, on sait même pas qui est-ce qui est passé à l'écran. Donc l'idée, c'était de se dire, je prends mon téléphone, je scanne un QR code à l'écran et je peux participer au quiz. Je vois les questions défiler à l'écran, les gens jouent sur leur téléphone, à la fin, il y a un vainqueur. C'est basique comme mécanique, mais ça fonctionne. Et à la fin, on peut offrir un cadeau. Et du coup, voilà, on a déjà gagné quelque chose. Et on a continué à gratter un petit peu, voir ce qu'on pouvait trouver d'autre. Et l'idée derrière, ça a été de récolter de la data, forcément. Donc, quand la personne joue au quiz, on va lui demander potentiellement son email, son téléphone ou d'autres informations, selon les besoins. Et ces datas, elles sont récupérées par le club et potentiellement par les partenaires, si l'accord est donné. Et derrière, ça ouvre des possibilités beaucoup plus intéressantes. En tant que partenaire, j'ai brandé un quiz pendant tel match. Je sais que tant de personnes l'ont vu parce qu'on a les stats. Et derrière, ça m'a permis de récolter peut-être 10 000 adresses mail qualifiées de fans de basket, par exemple. Et derrière, je peux les réactiver sur le prochain match ou sur un autre type d'activation. Voilà. Donc, petit à petit, on a construit cette plateforme. On s'est appuyé sur les retours de nos clients aussi pour étoffer la plateforme petit à petit et essayer de continuer à être un peu en avance par rapport aux concurrents. Aujourd'hui, si nous, on a plus de 60 modules, nos concurrents principaux, ils en ont 2 ou 3. Voilà, ils ont fait de la spécialisation, alors que nous, on a essayé de faire de l'agrégation et du coup de se dire, en tant que club, j'ai pas envie de me prendre la tête à aller chercher 12 plateformes différentes pour faire un quiz, un pronostic, une dancecam, etc. Ça prend du temps, c'est chronophage et contrairement à ce qu'on peut penser, même les très gros clubs, à part le PSG, même les très gros clubs, ils sont pas staffés pour gérer ce genre de choses suffisamment et ils ont pas forcément les moyens de faire ça. Faut juste, pour positionner un petit peu, faut se dire qu'en Ligue 1, donc le plus haut niveau de foot en France, il y a que 4 clubs qui donnent du budget à la fan expérience. 4. Okay. Donc, okay. Et on est sur le foot, donc on est sur le sport où il y a le plus d'argent théoriquement. Donc si on transpose pas ça sur les autres sports, le basket, rugby, etc., on peut se dire qu'on est proche de 0. Voilà. Et est-ce que donc vous avez créé cette solution technique, est-ce que vous êtes régie pub aussi?
Alors, on n'est pas régie pub. Ce qu'on fait, c'est cette plateforme, elle est fournie en marque blanche. Donc, ScreenUp apparaît pas dans les supports qu'on propose. Derrière, on propose une personnalisation au maximum en fait de tout ce qu'on peut faire aux couleurs du club. C'est notre recommandation de base. Et après, chaque module peut être personnalisé pour un partenaire. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on peut avoir un quiz qui est pour tel sponsor, un autre pour un autre sponsor, des choses qui sont faites complètement en interne pour le club. Voilà. On propose la personnalisation au maximum et on va jusqu'à intégrer les playlists de diffusion de spots pub parce que les spots vidéo, on peut pas y couper. Donc, on les a quand même intégrés dans la plateforme. Mais du coup, dans le même outil, donc ça évite à la personne en régie d'avoir à jongler. Ouais, et cette solution pour les clubs, c'est un abonnement, c'est au match, au tournoi, au nombre de... On a 2 modes de fonctionnement. Le premier mode, c'est l'abonnement. Donc, le club choisit de s'engager, par exemple, pour tous ses matchs à domicile de la saison ou pour son pack avec uniquement les matchs phares de sa saison, donc peut-être 5-6 matchs selon son budget. Ou alors, juste de l'événementialisation. Donc, c'est un match où il veut mettre le paquet et donc, du coup, on fait du one-shot pour ça. On a les 2 modes. Ok, génial. Et t'es tout seul ? On est 3 aujourd'hui. Okay. On est 3 aujourd'hui. Moi, je gère toute la partie tech. On a fait tout le développement de la plateforme en interne. Et j'ai 2 personnes qui m'aident sur le développement commercial et l'accompagnement client. Et vous adressez tout type on va dire Là, tu as parlé que du sport pro. Oui. Mais les assos, tout ça, elles sont incluses à l'intérieur aussi. Pour le coup, moi, quand j'ai monté Event Factory, je suis parti du principe que je voulais des services pour ma propre asso, qui avait pas d'argent. Donc, du coup, on est parti de ce principe-là. Donc, on peut aider ces événements-là. Il y a 2 ans, par exemple, on a aidé un tournoi de basket 3-3 qui a eu lieu à Rennes. Depuis, ce tournoi a pris de l'ampleur. L'an passé, c'était l'Open de France, donc la finale de basket 3-3 nationale qu'on a accompagné aussi. Donc, pour le coup, on n'était pas sur des budgets exceptionnels, mais on a su les aider. Et si je fais l'opposé de ça, on accompagne aussi la Fédération internationale de basket en 3-3, où on fait le tour du monde avec eux depuis 3 ans maintenant. Donc on est un peu sur le grand écart en termes de budget. Ça représente combien d'événements Là, à fin 2023, on avait couvert plus de 600 événements sur les 3 premières années. Parce que le 3-3 est en train de... Ça explose. De grimper. Okay. C'est comme le padel. C'est avec juste un peu d'avance sur le padel, mais oui, carrément. Ou comme le beach volley, si tu veux prendre l'exemple inverse. Il y a 10 ans, le beach volley, c'est le basket 3-3 d'aujourd'hui. Ok. Et du coup, quels sont, toi, les besoins techniques que tu as besoin de connaître en amont pour justement proposer une solution à une asso ou à un club? Le premier besoin, ça va être la connectivité et le matériel qui est disponible dans la salle. Connectivité hyper important, que ce soit le réseau téléphonique, soit le Wi-Fi, soit les deux. Aujourd'hui, si on n'a pas de réseau téléphonique ou de Wi-Fi disponible, c'est plus compliqué. On commence quand même à proposer des services qui fonctionnent en mode déconnecté pour ce genre de situation, mais la plupart du temps, on préfère s'appuyer sur la connectivité qui est en place. Notamment parce que si on a une salle où il y a 15 000 personnes, on a beau avoir un bon réseau téléphonique, on n'a pas la même qualité s'il y a 15 000 ou 2 personnes dans la salle. Donc, on s'appuie là-dessus aussi. Et puis après, est-ce qu'il y a un écran géant ou pas? Donc, on peut répondre dans les 2 cas, mais on préfère quand il y a un écran géant parce que ça donne plus d'interactivité. On a aussi besoin d'un bon support sur le terrain, donc ça passe par le speaker. Le speaker, c'est notre meilleur ambassadeur. S'il vend pas notre solution, c'est très compliqué, basique, mais si les gens voient pas le QR code et qu'ils scannent pas, ça s'arrête là en fait. Et après, il y a la connaissance vraiment de l'équipe du club qui est importante. Aujourd'hui, on se rend compte que les clubs sont de plus en plus informés sur tout ce qu'on peut faire, et du coup, il y a un niveau d'exigence qui vient avec, mais aussi un niveau potentiellement d'un peu de méconnaissance. On a l'impression de savoir comment ça fonctionne, ou on a des idées un peu préconçues, et en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas forcément comme ça. Et par exemple, il y a beaucoup de nos clients en prospection, ils se disent: ce que tu fais, ça va être beaucoup trop cher pour nous, avant qu'on ait parlé de budget, en fait. Quand on parle budget après, ils disent: ah, mais non, en fait, ça va. Voilà. Donc, il y a tout ce travail un peu de pédagogie qu'on essaie de faire à chaque fois. D'éducation, vraiment, ouais. C'est ça. Même si derrière, tout ce qui est expérience, vraiment, tout le monde maintenant connaît la Dancecam, etc. Ils peuvent même te dire où ils l'ont vu pour la dernière fois. Donc, c'est intéressant. Et puis, le dernier point aussi, c'est,
la capacité de la salle, l'affluence que tu peux avoir dans la salle, le nombre de personnes, etc. Parce que ça nous permet un peu de dimensionner. Et comme on fait un peu de la facturation au dimensionnement de la salle également, c'est important de connaître ça en amont. Voilà. Aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui est smartphone et même, je dirais que, enfin, voilà, est-ce qu'on considère ça encore comme une start-up du coup Franchement, non, je me considère comme une boîte. Après, c'est plus l'écosystème qui fait qu'aujourd'hui, dans la Sporttech, quasiment toutes les boîtes, on les appelle des start-up, mais c'est plus une façon, un wording, en fait. On est d'accord. Je suis en phase avec toi. Et en plus, je dirais que le gros avantage, c'est que la génération maintenant est très à l'aise avec son téléphone, est très à l'aise avec tout ce qui est connecté. Et du coup, enfin, je veux dire, aujourd'hui, un événement sans entertainment à côté, enfin, ça a même plus de sens, en fait. Donc, moi, je vois que du positif. Ouais. Et il y a une stat qui était sortie en 2023, une étude de Sportsora qui disait qu'il y avait 80% des gens qui allaient au stade et qui s'attendaient à vivre quelque chose d'interactif. 80%, c'est énorme, en fait. Donc voilà, et on se rend compte aussi que même les barrières d'âge, elles commencent à être un peu franchies. On peut se dire que les personnes un peu plus âgées, elles vont avoir un peu de mal à sortir leur téléphone, etc. Et en fait, au final, on se rend compte que non, ils font quand même l'effort. Ouais. C'est une manière de s'amuser, de rigoler. Le téléphone, c'est devenu clairement le prolongement de notre main, de soi, c'est clair. Et donc maintenant, on va faire machine arrière. Retour en 2005. Donc, on va imaginer que, justement, on est en 2005 au Girondins de Bordeaux. Mathieu, quelle est la différence d'expérience spectateur par rapport à aujourd'hui? Toi qui digitalises la consommation de sport, est-ce que tu peux nous expliquer l'ancien parcours visiteur et ce qui a vraiment changé? Par exemple, je pense au e-billet. Par exemple, oui. Alors pour le coup, la plus grosse différence pour les fans, je pense qu'à l'époque, c'est que le club était en Ligue 1 et puis aujourd'hui. Mais blague à part, pour le coup, ouais, c'est la digitalisation, le premier point. Donc, je reprends mes 3 axes, l'avant, pendant, après expérience. Sur l'avant expérience, c'est la facilité d'avoir des billets, en fait. Je prends mon téléphone, je vais réserver mes billets, je reçois un billet. Il s'est rien passé de très compliqué pour moi et ça va hyper vite. Quand je vais au stade, j'arrive très facilement au stade. L'accessibilité au stade est hyper importante, la signalétique aussi. L'accessibilité à tout public, même pour les PMR par exemple. Plus en plus de stades qui sont hyper bien équipés. Le stade de Lyon par exemple, dans le nouveau stade, je crois qu'il y a juste 100 mètres entre le parking PMR et l'accès aux escalators. Donc voilà, les personnes peuvent accéder hyper facilement au stade. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a tout l'aspect data, vraiment, le CRM, le fait que j'ai fait ma commande sur Internet, j'ai été reconnu, j'ai donné mes datas. Potentiellement, je vais recevoir un code promo pour participer au prochain match. Ou alors, si je suis pas venu pendant un certain temps, on va me relancer en me disant, viens, on a une petite offre pour toi. Ça, c'est l'avant. Sur le pendant, on va reparler de fan expérience, mais c'est tout ce qui va se passer du moment où je rentre dans le stade au moment où je m'assois déjà. Est-ce que ma file d'attente, elle a été compliquée ou pas? À l'époque, ça pouvait être un peu monotone, on va dire, il se passait rien. Maintenant, on rentre, il y a forcément des écrans qui vont être dans les coursives, il y a forcément des petites animations, je vais avoir accès à la buvette, la restauration, ça existait déjà à l'époque, mais aujourd'hui c'est fluidifié, potentiellement je peux commander en cashless, exactement. Potentiellement pendant le match, je peux faire de la commande à la place aussi, et du coup être pas bouger de mon siège et être directement livré, ou alors juste faire la commande et avoir un retrait rapide, du coup je fais pas la queue. C'est hyper important aussi parce que ça évite que je perde du temps en fait, parce que moi je suis venu voir un match, je suis pas venu faire la queue pour avoir à manger. Ensuite, il y a tout ce qui est expérientiel au sens large. Donc du coup, c'est les expériences VIP, mais aussi les expériences bord de terrain qu'on peut facilement gagner même en tant que spectateur entre guillemets lambda. Aujourd'hui, je peux participer à un jeu et avoir mon expérience en bord de terrain pendant tout le match. Et c'est hyper enrichissant, qu'on soit un gamin ou un adulte, on va adorer passer ce moment-là. Et c'est des choses qu'on voyait pas à l'époque. Donc tout ça, c'est proposé par ta plateforme. Alors tout ça, non, là je suis vraiment sur le panel vraiment hyper large. Après, si je reviens sur ce qu'on propose nous on est vraiment tout ce qui se passe dans les écrans. Donc ce qu'on peut proposer, c'est sur les coursives, envoyer notre QR code et permettre aux gens de pronostiquer pour le prochain match. Qui va marquer le premier but, quel va être le score à la fin, ce genre de truc, sur lequel tout le monde peut avoir envie de s'engager en fait.
Et en parallèle, on continue à récolter de la data. Ensuite, pendant le match, on peut activer un quiz, par exemple. On peut activer du fan wall. Les gens vont partager leurs photos, leurs vidéos, le message d'encouragement. On sélectionne les meilleurs, on les diffuse sur l'écran géant. Ça fait des contenus intéressants et tout le monde a l'impression de s'embarquer un petit peu. Et on revient toujours sur ce même truc de... Notre vision, c'est de se dire qu'on veut pas que des spectateurs, on veut des acteurs, en fait. Ouais. Et du coup, si je suis acteur... plus de chances que je reparte avec des bons souvenirs de mon expérience que si je suis juste spectateur. Et en plus de ça, ça enlève un peu de pression sur le sportif. Potentiellement, le match, à la fin, mon équipe va pas le gagner. Mais à la fin, si je me suis amusé, je pars avec un bon retour, quoi. Ouais. Enfin, justement, là, on parlait de 2005. Est-ce que c'est pas là où il se dote d'un nouveau stade aussi? Il y a ça, c'est exactement. Du coup, je pense que c'est très lié aussi au fait que le stade. Oui, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. La connectivité des stades, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on parle de la 5G, du Wi-Fi 6, etc. Et c'est hyper important que les stades soient vraiment connectés. Aujourd'hui, il y a encore des stades qui ont été inaugurés assez récemment et qui sont pas connectés pour le coup, sur lesquels il n'y a pas de réseau. Donc c'est un vrai sujet qui est très français voire européen pour le coup, et c'est une vraie problématique. Et là, à l'aube des JO qui vont arriver, ça fait partie des sujets aussi hyper importants à adresser. Justement, je voulais te rebondir. Quand c'est un événement, justement, tu parlais des finales 3-3 ou des choses comme ça. Oui. Enfin, moi, c'est mon domaine, du coup, la connectivité, pour le coup. Comment est-ce que, en fait, ces événements-là se dotent d'infrastructures éphémères, pour accueillir, pour donner de la connectivité? Alors pour le coup, la FIBA a un partenaire qui suit l'intégralité du World Tour comme nous on le fait, et eux ils sont vraiment sur la partie connectivité. Donc c'est leur sujet de réussir à adresser ça et de s'adapter aussi aux problématiques du terrain, parce qu'on va en Chine, donc on sait que la connectivité c'est un sujet. Et on va aussi aux Philippines où la connectivité c'est aussi problématique, et on va dans d'autres endroits où on peut se dire la connectivité n'a pas de problème, mais on a beaucoup de monde à adresser et qui doit avoir du réseau à un instant T. Et là aussi, c'est problématique. Donc, ils utilisent plusieurs technologies, notamment du maillage, où ils s'appuient sur les téléphones présents dans les tribunes pour étendre la capacité du réseau, en fait. Voilà. Et tu te déplaces ? Je me déplace, alors pas sur tous les événements, et heureusement, parce que ça serait physiquement pas possible. Ce week-end, on a fait 4 événements en parallèle, donc ça aurait été un peu compliqué. On était à Singapour, on était à Nantes également, et on faisait aussi les finales de Coupe de France de volley à Paris. Donc voilà, ça aurait été un peu difficile. Mais je sélectionne un peu les événements sur lesquels je vais pour déjà voir en vrai comment ça se passe, parce que c'est toujours un retour un peu différent que les retours qu'on peut avoir à distance, et puis aussi faire forcément un peu de relationnel et voir un peu de sport en parallèle. Et sur les JO, du coup, qu'est-ce que ça amène cette année ça amène de l'agitation ou... Alors, beaucoup d'agitation, beaucoup de pression aussi, dans le sens où ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu de Jeux Olympiques vraiment, parce que c'était le Covid il y a 4 ans. Donc ça fait 8 ans, et en 8 ans, la technologie, etc. ont tellement évolué que maintenant, la connectivité du stade, c'est plus censé être une problématique. Maintenant, c'est une problématique qui doit être bien adressée. Et pour le coup, on verra quand on y sera, mais pour l'instant, ça reste un vrai sujet qu'il faut adresser. Et ouais, beaucoup d'agitation, parce que il y a énormément de sujets, de possibilités aussi, énormément aussi de gens qui voient ça comme une grosse opportunité d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux projets, des gros budgets, etc. Dans les faits, c'est un peu différent. Voilà. Et la compétition, elle est entre start-up et entreprises, du coup, qui gravitent autour de tout ça. Elle est très chargée, pour au final un événement qui dure que 3 semaines. Donc, faut mettre en corrélation tout ça. Donc, nous, on a répondu à beaucoup d'appels d'offres autour des Jeux Olympiques. On est encore en discussion sur certains sujets pour animer notamment des fan zones à Paris, etc. Donc, des sujets hyper intéressants, en termes de visibilité hyper cool, hein. Mais en parallèle, on continue. Pas tout mettre en péril. Exactement. Parce qu'une fois que les JO seront finis, ils reviendront pas demain à Paris ni en France. Donc voilà, il y a tout ça aussi à avoir en tête. Mais d'un point de vue vraiment connectivité, etc., je sais que c'est un sujet qu'ils essaient d'adresser vraiment. Et il y a un sujet aussi fan expérience. Et je sais qu'il y a beaucoup de sujets, j'en parle parce que c'est mon domaine, mais qui vont justement pas être adressés aux Jeux Olympiques à Paris parce que c'est trop compliqué. Et qui veulent privilégier plutôt ce qui se fait en termes de scénographie, ce qui va se faire en physique sur le terrain, plutôt que ce qui va se faire sur les écrans. Bon ou mauvais choix, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le parti pris qui a été... Et
Et du coup, est-ce que vous avez des partenariats, je pense à WizEvent par exemple sur la billetterie. J'ai reçu Pierre-Henri de Ballon sur Aventure Humaine et je pense que ça peut matcher puisque ça peut être le complément. Une fois que tu as le billet, justement, tu peux avoir la suite presque de manière assez fluide. Ouais. Fluide en marque blanche, juste Carrément. Alors du coup, c'est un très bon point parce que c'est un des sujets qu'on essaie de traiter en ce moment. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver les partenaires qui veulent s'engager là-dessus. Parce que tu parles de billetterie, ouais, carrément, c'est un vrai sujet. Il y a aussi, et là pour le coup, ça fonctionne pour nous, c'est les structures qui organisent les événements. Je pense à Sport Plus Conseil, par exemple, qui est une très grosse structure en France qui va organiser le All-Star Game français en basket, par exemple, qui travaille sur énormément de tournois de tennis, le semi-marathon de Rouen, etc. Et eux, on travaille avec eux en partenariat, par exemple, avec la FIBA et d'autres événements. Pour le coup, ils sont un peu prescripteurs de notre solution. On s'appuie aussi sur un réseau de speakers, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nos meilleurs ambassadeurs, donc on s'appuie sur eux pour développer aussi. Et maintenant, le pendant, c'est les agences événementielles plus larges, donc on parle de billetterie, effectivement, qui pourraient venir compléter ce qu'on propose. Ok. C'est hyper complet. Ouais, non, c'est hyper. Mais du coup, en fait, parce que, par exemple, un stade, enfin, une infra type Roland-Garros, tout ça, eux, ils s'associent pas directement avec des entreprises comme vous pour ce genre d'événement. Alors, ça dépend. Les nouvelles salles, comment ils vont... Alors, par exemple, Roland-Garros, pour le coup, eux, ils travaillent avec un organisateur type Sport Plus Conseil, une agence qui est mandatée, et après, cette agence fait le travail d'aller chercher les différents prestats. On a d'autres clients type la Futuroscope Arena, qui est une salle assez récente qui a été inaugurée il y a 1 an et demi, sur lequel on a fait l'inauguration. Et là, c'est eux qui nous ont sollicité parce qu'ils nous connaissaient déjà par d'autres clients. Donc voilà, ça marche aussi en direct. Maintenant, de plus en plus, en fait, ça marche en direct et sur la recommandation. Typiquement, on accompagne la Fédération française de hand depuis 2 ans sur tous les matchs amicaux qui se passent en France. À chaque fois qu'on va dans une nouvelle salle, on est en contact avec le club local. Et du coup, c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec le club de Cesson, Rennes, le club de Chambéry, Montpellier, etc. Et c'est un choix de votre part, justement, de vous spécialiser dans le sport, parce que là, je pense à cet été qui va arriver, et même au festival, par exemple, les Vieilles Charrues. Je pense que ça pourrait être aussi des solutions qui pourraient hyper coller à ce type d'événement. Ça peut, carrément. En fait, on a passé pas mal de temps à travailler, à faire de la R&D sur la plateforme pour qu'elle soit suffisamment mature, et je m'étais dit que spécialiser sur le sport, au moins, c'est le domaine que je connais avec un réseau, donc ça nous permet de démarrer. Et après, effectivement, l'idée, ça va être d'ouvrir les festivals. C'est une super piste qu'on essaie de creuser justement. Il y a aussi les événements professionnels, les conventions, etc. On en a déjà fait plusieurs sans l'exposer, mais on en a déjà fait plusieurs parce que ça fonctionne correctement. Il y avait Sport Unlimited à Rennes, par exemple, la semaine dernière. C'est un événement qu'on aurait pu aider un peu sur l'aspect expérience, parce que pour le coup, là, il y en avait pas d'expérience, malheureusement. Voilà. Mais oui, c'est des pistes sur lesquelles on pourrait avancer prochainement. Du coup, par exemple, si on transpose ça au monde de l'entreprise, tu vois bien aussi ce genre d'outils en fait pour avoir une fan expérience. Alors pour le coup, pas sportive, mais d'entreprise, quoi. Oui, carrément. Ouais, c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi en repartant sur les 3 axes dont je parlais, l'avant, le pendant et l'après expérience. En fait, exactement sur le même principe. Si, par exemple, un candidat, avant d'être embauché, on vient un peu le chercher pour l'introduire un peu dans la société avant qu'il arrive, qu'il se sente bien, en fait, pour que son premier jour, ça soit pas juste un premier jour où il connaît rien. Mais voilà, on l'a un peu engagé là-dessus. On a déjà été sollicité par des clients qui ont mis en place des sortes de quiz pour découvrir un peu l'histoire de la boîte. Si je suis un candidat qui va entrer bientôt dans une nouvelle boîte, je reçois un mail et on me dit participe à ce quiz pour comprendre un peu comment fonctionne notre boîte, etc. Ça fait déjà un premier pas. Et le jour J, je me sens un peu moins déconnecté du reste du monde de l'entreprise. Et puis après, sur le même principe, c'est faire en sorte de lever les freins qu'il peut y avoir quand tu arrives dans l'entreprise. Et du coup, d'utiliser le digital, parce qu'encore une fois, tout le monde a son téléphone et tout le monde peut s'intégrer facilement dans l'expérience comme ça. On aura découvert, je crois, pour beaucoup, toutes ces solutions. Moi, j'ai été vraiment un nobody là-dessus.
Mais comment t'as fait pour créer quelque chose d'aussi complet en si peu de temps avec une grande expérience, mais dans plutôt des grands groupes? Là, c'était le grand écart. Comment t'as fait? Un petit peu, mais pas tant que ça en fait, quand tu regardes bien, parce que le dernier job que je faisais chez Publicis, c'était dans un laboratoire d'innovation digitale. Okay. Et en fait, on essayait de créer des expériences événementielles différenciantes pour des clients grands groupes. Donc, j'ai transposé un peu cette vision et cette possibilité de voir un peu différemment les choses que d'autres personnes. Et après, l'idée aussi, ça a été de faire du bootstrapping, donc là on rentre dans les jargons un peu techniques, mais en gros comment monter des choses un peu avec des bouts de ficelle. Quand on n'a pas de budget, il faut avoir des idées pour se débrouiller, donc c'était l'idée, et créer des petits outils qui vont pas coûter très cher, mais en 1 ou 2 semaines ils sont créés, ils peuvent être testables, récupérer des feedbacks des utilisateurs et d'itérer là-dessus plusieurs fois jusqu'à arriver à un produit. Et pour le coup, mon tout premier client, qui est la Oops Factory, proximité de nom mais aucun lien, pour le coup j'allais jouer là-bas en tant que basketteur amateur, et en fait à chaque fois qu'on allait là-bas il y avait un problème technique à la réservation, sur les terrains, les caméras marchaient pas, etc. Et donc petit à petit j'ai monté mon propre système, et un jour au bout d'un mois je suis arrivé avec une mini borne d'arcade qui filmait les matchs. Et il y avait des boutons dessus, si t'appuyais sur le bouton, ça récupérait les 10 dernières secondes de vidéo et ça les envoyait à tous les gars qui avaient fait leur réservation sur le terrain. Un truc ultra basique. Maintenant, il y a plein d'acteurs qui font ça. Mais voilà. Et en faisant juste ça, j'avais jamais parlé au boss de cette boîte. Mais en faisant ça, ça a fait un peu de bruit. Les gens sont venus me voir. Le manager m'a demandé en rendez-vous, etc. Et je les ai signés après. Ça a été mon premier contrat. Donc c'est comme ça. Et c'est cette approche-là que j'ai utilisée avec ScreenUp aussi. Quand le Covid est arrivé, on s'est dit on monte un quiz. Au bout de 2 semaines, par un contact, on s'est retrouvé à lancer ce quiz pour les finales de Ligue des champions de basket qui avaient lieu en Russie. Et en Russie, il n'y avait pas de problème de Covid là-bas, donc les salles étaient pleines. Et du coup, on a testé notre premier quiz en russe 2 semaines après avoir développé l'outil, quoi. Voilà. Ouais, tout va bien. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de plonger. Comment on fait pour te contacter? La façon la plus simple, c'est par mail, mat@eventfactory.eu, et vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, qui est mon réseau social préféré. Voilà. Et est-ce que Patrick et toi, vous pourriez peut-être bientôt organiser un tournoi 3-3 dans le Trégor? Il y a mon équipe là qui va participer au final de 3-3, je crois que c'est le 20 mai. Finale départementale, je crois que c'est ça, ou régionale, je sais plus, bref, c'est le 20 mai, et du coup je serai attentif à l'organisation, parce que jusqu'à maintenant je suis consommateur, mais maintenant que j'ai découvert un peu le pas de côté, ça va être hyper intéressant. Et même pareil, lorsque je consommerai un autre événement sportif en live, je regarderai ça. Ambassadeur en chef. Ah, Mathieu. C'est gentil. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.